live sur KTV. Nous sommes le vendredi 1er avril et tout juste 19h et nous sommes en direct. La dernière fois, c'était le 15 mars dernier suite aux événements que vous connaissez, le cambriolage du groupe Coezy. Alors pendant les 2 semaines qui ont suivi, nous avons fait de notre mieux pour vous tenir informés avec les moyens du bord. Mais grâce à votre soutien et à votre générosité, nous voilà de nouveau ce soir en mesure de reprendre l'antenne. Alors une fois encore, au nom de toute l'équipe de Coezy, merci à vous toutes et à vous tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Et ce soir au sommaire de l'actualité, pas de poisson d'avril mais une intercommunalité du Sud qui pose problème. Et pour en parler avec nous, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors les jours passent et toujours pas de président. Bref, dans le Sud, les choses se compliquent. Vous nous direz tout cela tout à l'heure dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Patrick Millan. Bonsoir Patrick. Bonsoir Amina. Alors il y a 2 semaines, on vous recevait sur le plateau du JTM. On se souvient de vos propos, particulièrement de votre envie de tout arrêter suite au cambriolage. 2 semaines après, beaucoup de choses ont changé. Vous nous en direz davantage tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 1er avril. Après ce 3e jour de grève générale, l'intersyndicale a décidé de passer son week-end à mobiliser dans les différents villages de l'île. Aucune action n'est prévue d'ici lundi, mais le mouvement risque de fortement se durcir dès la semaine prochaine. Les explications dans votre journal. Nouveau scrutin et nouveau fiasco ce matin lors de l'élection du bureau de l'intercommunalité du Sud. Élus jugés illégitimes, serrure du siège changée ou encore clé de l'urne aux abonnés absents. Le vote a une nouvelle fois été annulé, dans une ambiance des plus tendues. L'ADSM vient en aide aux nombreuses personnes en situation de handicap sensoriel sur le département. Entre droits non appliqués, absence d'infrastructures adaptées ou encore discrimination, le besoin d'accompagnement est en effet criant. Reportage à la fin de cette édition. Plus les jours passent, plus le mouvement de grève générale s'intensifie. Et pour ce 3e jour de mobilisation, 2 opérations escargots ont été lancées simultanément aux 2 extrémités du chef-lieu. La première à Doujani, la seconde au rond-point d'Isma. Les manifestants se sont ensuite retrouvés place de la République pour une assemblée générale. Verdict, le mouvement a été suspendu jusqu'à lundi. Une courte trêve dont les membres de l'intersyndicale vont profiter pour renforcer la mobilisation. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Après 3 jours de grève, l'heure du bilan a sonné pour l'intersyndicale. Car si le mouvement semble bel et bien sur les rails, les choses sérieuses ne devraient commencer que la semaine prochaine. Une mobilisation, quand elle démarre, évidemment, elle démarre tout doucement. Il y a une montée en charge. Vous l'avez remarqué, le premier jour, c'était doucement, doucement. Hier, on est monté d'un cran. Aujourd'hui, on se repose un peu. Et lundi, on va, je pense, monter encore un cran un peu plus haut. En attendant lundi, les membres de l'intersyndicale vont aller à la rencontre de la population durant tout le week-end. Objectif être encore et toujours plus nombreux dès lundi, afin que le mouvement ne s'épuise pas trop vite. On peut mieux faire, parce qu'en fait on s'est rendu compte que remobiliser, il faut toujours du travail. Donc c'est pour cela que nous allons remobiliser ce week-end pour que les semaines à venir soient beaucoup plus fructueux que les 3 derniers jours que nous avons passés. En marge de ce travail pour mobiliser, l'intersyndicale rédige actuellement un courrier à l'attention du gouvernement. En effet, pour les membres des différents syndicats, ce n'est pas au niveau local que des avancées peuvent être obtenues. Le préfet nous méprise, donc nous, évidemment, on écrit actuellement, on a un courrier qui est déjà prêt, qu'on va envoyer au Premier ministre par rapport à la situation, parce qu'on juge qu'à ce stade actuel des choses, avec le mépris qu'on a en face, que le préfet il n'est plus à même de nous recevoir et de nous proposer quoi que ce soit. Donc on demande au Premier ministre de faire quelque chose avec son gouvernement pour que les choses avancent le plus vite possible. Que les choses avancent le plus vite possible, c'est bien là ce que semblent réclamer les manifestants, avec un objectif fédérateur, celui d'obtenir l'égalité réelle.
Et à noter que la grève des salariés de SFR a pris fin aujourd'hui. Direction La Réunion maintenant, on se trouve actuellement le 4e vice-président du conseil départemental, Issa Abdou Issa. Au programme de la visite, rencontre avec les élus du département voisin, Jean-Paul Virapoulet, qui est maire de Saint-André, ou encore Nassima Dindar, président du conseil départemental de La Réunion. Des échanges durant lesquels le chargé des affaires sociales est revenu sur la question de l'alignement du RSA de Mayotte avec celui de La Réunion. On l'écoute par téléphone ce matin. La délégation de Mayotte ici à La Réunion notamment, nous sommes fortement impliqués, notamment s'agissant de la logistique et les moyens d'information, et aussi dans le recrutement de ces familles, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui sont d'origine mahoraise, parce qu'il faut parler la langue de ces enfants-là, évidemment. Donc, un sujet majeur, mais nous avons parlé aussi du RSA, parce que Nassima Dindar et moi-même pensons qu'il faut arriver, avant la fin de la mandature, à ce qu'il y ait une réelle égalité avec les autres départements et singulièrement avec La Réunion. Pourquoi ? Parce que la majorité de nos concitoyens qui viennent à La Réunion pour ces prestations sociales, eh bien, c'est inacceptable. Il faudra qu'au moment où on parle d'égalité réelle, nous essayons de concrétiser ça véritablement. Et donc, l'idée, ce serait qu'il y ait alignement, mais vraiment avec le même taux que La Réunion. Et ce faisant, eh bien, faire le pari que les Mahorais restent chez eux. Et de la même manière, ça fait de Mahorais à moins à La Réunion. Et à noter que Nassima Dindar, la présidente du conseil départemental réunionnais, prévoit de venir rencontrer le président Swabadine Ibrahim Ramadani sur la question de l'alignement du RSA à Mayotte. Et ce matin devait se tenir l'élection du président de l'intercommunalité du Sud. Après avoir été reporté faute de quorum, le retour aux urnes avait été programmé pour ce jour. Mais une fois encore, le scrutin a tourné au fiasco. En cause, un litige concernant 2 conseillers communautaires de la commune de Bandrélé. Le vote a donc été annulé dans un climat des plus tendus. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bilucci et Leslie Zindé. L'intercommunalité du Sud, ou quand les intérêts des élus prennent le pas sur l'intérêt général. En effet, alors que le vote avait été annulé faute de quorum vendredi dernier, cette fois c'est un problème de liste qui vient s'ajouter au chaos de cette élection. Ce qui bloque, c'est qu'il y a 2 listes en fait. Le maire de Bandrélé a procédé à une élection le dimanche dernier. Il a enlevé 2 des délégués, de ces délégués communautaires. Logiquement, la nouvelle liste doit être présentée en début de séance, c'est ce qu'on a fait. Et le doyen, qui est le maire de Canine, refuse d'accepter la nouvelle liste. Ils veulent procéder à l'ancienne liste. Donc c'est ce qui bloque. En effet, 2 jours après l'annulation du vote faute de quorum, le maire de Bandrélé a procédé à une nouvelle élection au sein de sa municipalité. 2 des conseillers communautaires sur 9 qui faisaient pencher la balance en sa défaveur pour l'élection du président n'ont pas été réélus. Un problème de légalité donc pour l'autre groupe, auquel est venu s'ajouter ce matin des problèmes de clés. Il nous a empêchés d'entrer dans la salle de délibération en changeant les serrures. Ce n'est pas tout, mais il a pris aussi les 2 clés de l'urne, empêchant les électeurs de procéder aux travaux convenablement. La situation est invraisemblable et le ton est monté au siège de l'intercommunalité, situé dans l'ancienne mairie de Bandrélé. Pour Salim Déré, le conseiller communautaire de Bouéni, ce qui se passe est ni plus ni moins qu'insupportable et catastrophique. Moi, ce que je constate, c'est qu'à Bouéni, il y a déjà eu le tribunal administratif qui a statué pour un retour aux urnes. Le maire n'a pas voulu, il fait donc un forcing. On était conviés pour voter à Bandrélé la semaine dernière. Le maire de Bouéni et le maire de Bandrélé ne sont pas venus. Le maire de Bandrélé, une fois que le maire de Kanikeli, qui est le doyen, a convoqué une 2e fois, il a pris une délibération le lendemain pour enlever et entrer des conseillers qui ne sont pas élus régulièrement. Donc c'est quand même grave qu'on essaye de faire le forcing quand on n'a pas la majorité. En démocratie, c'est pas comme ça. La séance a finalement été annulée sans qu'aucune nouvelle date n'ait pour l'heure été fixée. La situation devient donc critique dans la mesure où le bureau doit être constitué avant le 15 avril au risque de voir s'envoler les dotations de l'État, indispensables au fonctionnement de ces communautés de communes.
Alors Pierre, on vient de le voir dans le sujet, ça se complique, on a dit dans l'intercommunalité du Sud, on voit les choses n'avancent pas a priori. Tout à fait. Alors Amina, je vais me diriger justement vers cet écran pour qu'on comprenne un peu mieux ce qu'il en est. Alors on le voit, il y a 4 communes qui composent cette intercommunalité du Sud. Bandrélé, Chirongui, Bouéni et Kanikeli. Il y a 30 élus communautaires, donc 9 pour Bandrélé, 9 pour Chirongui, 7 pour Bouéni et 5 pour Kanikeli. Problème, il y a eu une élection du bureau vendredi dernier, le quorum n'a pas été atteint, ce qui fait que l'élection a été annulée. Entre-temps, dimanche, le maire de Bandrélé a demandé à tous ses élus municipaux de refaire son vote, alors que le vote était déjà acté. Logiquement, sa liste était actée, tous ses élus communautaires, les 9, étaient présents et devaient voter le vendredi. Cette élection, 2 nouveaux élus remplacent 2 anciens. Ces 2 anciens, ils n'étaient pas favorable à son élection comme président de l'intercommunalité. Ce qui fait que donc ce dimanche, il y a eu cette élection, 2 nouveaux élus. Maintenant, aujourd'hui, forcément, notamment à Chirongui, le premier adjoint au maire de Roukia Lahadji, qui aurait dû être élu la semaine dernière, lui a dit c'est hors de question. Il y a 2 nouveaux élus, on ne sait pas d'où ils sortent. C'est absolument impossible qu'on vote aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait eu un recours à Bandrélé. Ce recours à Bandrélé, il n'a pas été accepté par l'État. L'État a dit non, il n'y a pas de problème, ces 9 élus, ils sont là. Mais le maire a quand même décidé de refaire cette élection. Alors vous imaginez qu'aujourd'hui c'était extrêmement tendu aussi parce qu'il y a un problème de clés. Alors le DGS du préfet avait donné les clés ce matin, sauf que ces clés, elles n'ouvraient plus les portes parce que les serrures avaient été changées entre-temps. Alors on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas par qui. Ensuite, problème de clés dans les urnes. Les urnes, la clé des urnes avait disparu, il y en avait 2. Apparemment, c'était là encore un élu de Bandrélé, l'un des 2 nouveaux élus qui les avait. Donc voilà, c'est un flou total et une situation très très compliquée. Alors, on le voit, Pierre, tout le monde essaie de gagner du temps, mais ces manœuvres dilatoires vont avoir des conséquences quand même sur cette intercommunalité. Exactement, l'objectif, il est probablement là, Amina, c'est de gagner du temps. Le maire de Bandrélé le sait, il n'était pas majoritaire, il ne pouvait pas être élu président de l'intercommunalité. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette nouvelle élection. Aujourd'hui, avec ces 2 nouveaux conseillers communautaires, il est majoritaire à 16 voix contre 14. Donc effectivement, aujourd'hui, il peut se permettre de faire le vote. Mais en face, on refuse. Ils disent non, c'est hors de question, c'est absolument pas légal ce que vous faites. Donc ça va avoir des conséquences parce qu'on le sait, on l'a dit dans le sujet, à partir du 15 avril, si les bureaux ne sont pas constitués, l'État n'allouera pas l'argent, les dotations qui sont logiquement allouées à ces intercommunalités. Donc c'est très très grave, il va falloir que l'intérêt général prime. Et le maire de Bouéni le disait, il expliquait, mais vous vous rendez compte, c'est quand même très important, il y a beaucoup d'enjeux. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, les enjeux sont en train de reprendre le pas, on l'a dit plusieurs fois, mais il va vraiment falloir qu'ils s'entendent. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelle date pour l'élection. Il y a même eu un sitting de la part des 2 groupes. Ça a été vraiment un peu du grand n'importe quoi. Et tout le monde a l'air outré dans les 2 camps, mais pour l'instant, pas de solution. Et des réactions du côté de la préfecture, peut-être ? Pour le moment, non, mais je pense que la préfecture va vraiment se pencher de manière très précise sur ce qui s'est passé, et notamment sur cette nouvelle élection. On va voir ce qui va devenir, mais on peut préjuger qu'il va quand même y avoir vraiment du mouvement et peut-être des personnes sanctionnées aussi. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. En tout cas, on continue à suivre la situation du côté de l'intercommunalité du Sud. Et maintenant, 2 semaines après le cambriolage des locaux du groupe Kwesi, KTV est à nouveau en mesure d'émettre en direct. Ainsi, pour son 5e jour d'anniversaire, la chaîne a repris des couleurs, même si certains programmes n'ont pas encore pu être relancés, faute de matériel. Pour ce qui est de la matinale, elle a repris ses droits à l'antenne ce matin dès 6h. Et cerise sur le gâteau, les téléspectateurs ont pu découvrir un plateau flambant neuf. Ainsi, grâce à la solidarité et au soutien de centaines de personnes, KTV revit. Un sujet signé Shakila Issouf, Pierre Bellucci et Camille Dlas. Les stigmates du cambriolage qui a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 mars sont certes toujours présents, mais de moins en moins visibles. En effet, avec le soutien considérable né suite au préjudice, la chaîne KTV a pu renaître le jour de ses 5 ans. Les membres de l'association Kwesi C'est Nous, grands artisans de cette renaissance, étaient ainsi présents lors de la matinale. Et le secrétaire général nous explique l'importance de ce jour pour tous ceux qui suivent quotidiennement la première chaîne privée du département.
Au final, au fur et à mesure des émissions qui passaient, de plus en plus, la population, les Mahorais, s'accrochaient à cette qualité qui est bien, qui était presque 100% Mayotte, avec des émissions qui faisaient le tour des problématiques que rencontre la population, où surtout il y avait cette liberté d'expression sans tabou. Les gens se disaient les choses ouvertement, que ça fasse mal ou pas, mais les choses, ils ont été dites et que la population, c'est à partir de là qu'elle a continuer à apprendre ce que c'est la valeur humaine et la valeur de cette chaîne qu'on doit toujours préserver. KTV a survécu, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. À ce titre, le vice-président du MEDEF et vice-président de l'association Kwezi Senou tenait à rappeler qu'avant Kwezi, beaucoup d'autres sociétés ont tout perdu suite à un cambriolage. Vous permettrez aussi que j'ai une pensée pour toutes les autres entreprises qui ont eu les mêmes débords, qui n'ont pas forcément une couverture médiatique aussi importante. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons demandé à travers le MEDEF une prise en charge totale des sociétés qui ont été visitées, qui ont été obligées de faire du chômage technique, qui ont été obligées d'arrêter leur activité, de manière à ce qu'au niveau des prestations diverses et variées, elles puissent être allégées et exonérées pendant la période où ces débords se sont réalisés. Christophe Perret souhaite que ces préjudices cessent une fois pour toutes et que la sécurité des biens et des personnes soit enfin assurée. Il en appelle donc à l'État. Les événements qui se sont produits à Kwezi doivent être un marqueur important, un indicateur spatial et temporel, en disant bon voilà, ce qui s'est produit là, il faut que maintenant ça s'arrête et se donner les moyens pour que ça s'arrête. Et ça, les seuls à pouvoir répondre à cette injonction, c'est bien entendu le gouvernement actuel. Si on veut développer cette île sur un plan économique et social, eh bien il va falloir faire en sorte que effectivement on nous donne les moyens d'être dans ce que nous avons appelé dès l'année dernière la sécurité des biens et des personnes. Sans cette sécurité des biens et des personnes, ça ne sera pas possible. Salim Naouda, de son côté, a souhaité féliciter le travail réalisé pour faire revivre KTV, car aujourd'hui c'est avant tout la pluralité de l'information sur le territoire qui sort gagnante. On ne peut pas avoir un monopole d'émission des informations au niveau de la télé. La chaîne TV doit vivre. D'ailleurs, quand je suis arrivé ce matin, je me suis dit, au final, au fur et à mesure, avec le travail qui est fait, on n'a pas à envier les chaînes publiques finalement. On peut aussi, même modestement, avoir des situations, avoir des plateaux aussi formidables. Donc pour moi, sincèrement, le jour que je serai encore une fois de plus invité chez Kwezi, ça sera avec plaisir parce que de plus en plus, on sait qu'on peut améliorer. Je lance aussi l'appel à l'occasion à l'ensemble des salariés de Mayotte qui ont un emploi, qui arrivent à avoir un salaire chaque fin du mois, de contribuer pour encore améliorer cet outil de communication qui nous sert tous les jours pour Mayotte. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Grâce à toutes les forces vives, KTV propose de nouveau une partie de ses programmes au public, en espérant que bien d'autres anniversaires pourront encore être fêtés. Alors Patrick, les images qu'on vient de voir ont été tournées à quelques heures ce matin. Votre impression en les voyant maintenant ? Ah, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien, ça fait plaisir. En fait, j'allais dire, les larmes ont changé de goût depuis 15 jours. La dernière fois, c'était effectivement, on était au fond du seau. Là, on est hyper content, mais en fait, aujourd'hui, on a redémarré. Ça veut dire que on a la possibilité de se battre, parce que le combat ne fait que commencer pour nous. En fait, on a juste, avec un peu de rafistolage, essayé de faire quelque chose qui ressemble à un plateau, mais c'est que du trompe-l'œil, vous le savez. Et donc, voilà, le but c'était de redémarrer, mais surtout de savoir que on ne peut aller continuer le combat et aller chercher encore ce qui nous manque en termes d'argent que si on pouvait redémarrer. Et si jamais on ne redémarrait pas le 1er avril, j'avais peur qu'on ne puisse plus jamais démarrer. Et qu'on rentre dans la spirale de la défaite, la spirale de dire bon, on le fait la semaine prochaine, on le fait la semaine d'après, et puis les semaines passent, les mois passent. Alors que là, on s'est imposé tous ensemble le 1er avril, et il fallait s'y tenir, il fallait coûte que coûte y arriver, quitte à travailler jour et nuit, c'est ce qu'on a tous fait, et on est là ce soir.
Alors Patrick, on l'a vu, ça vous a également permis d'avoir un retour de la population sur ce que représente Coesie, le groupe Coesie en général. Ouais, ça aussi, ça c'est ça qui a fait aussi le déclic. Il y a eu effectivement la discussion avec les collaborateurs le premier jour, vous souvenez-vous, et puis cet élan de soutien. Je parle pas d'argent là, je parle des gens qui ont parlé avec le cœur, qui ont parlé avec leurs larmes, avec des mots, des fois avec plein de fautes d'orthographe, pire que moi, mais tellement de sens. Je veux dire, c'était d'une beauté, même encore aujourd'hui, des phrases qui vous arrachent les tripes, qui vous font monter les poils sur les bras, et on se dit, il faut continuer. Ce serait-ce que pour ces gens-là. Allez, ils sont peut-être que quelques milliers, quelques dizaines de milliers, je sais pas, j'arrive pas à les quantifier. Mais ce serait-ce que pour ces gens-là, on doit ensemble tous se battre, parce que c'est eux qui ont demandé qu'on continue. Moi, j'étais prêt à arrêter. Je voulais arrêter tellement j'étais écœuré. Alors Pierre, vous vouliez arrêter, vous avez réussi à convaincre également Patrick, parce que vous êtes à la rédaction et on est là ce soir pour le JTM, donc ça a marché. Oui, complètement. Voilà, on a été tous ensemble, on a tous été très unis voilà, dans ce qui se passait, mais on a envie aussi de questionner Patrick sur l'avenir, comment il voit l'avenir, comment vous voyez l'avenir, là, les prochains mois. Voilà, vous l'avez dit, tout n'est pas encore rose, il y a encore un combat à mener, mais comment vous voyez la suite, là, au 1er avril? La suite, ça va être ça, Pierre, un combat. Le combat, on est loin, très très loin du compte. Aujourd'hui, quand on va en régie, c'est Beyrouth. Ici, c'est du trompe-l'œil. Mais voilà, ça, combien de temps ça va tenir? Il va falloir mettre du vrai matériel, il va falloir mettre une vraie régie en place, il va falloir retrouver un serveur de diffusion, retrouver un ordinateur de diffusion. C'est pas n'importe quel ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir aller chercher des fonds. Donc, l'avenir immédiat, en tout cas, c'est le combat. Et puis, on va essayer de surfer là-dessus pour pouvoir avoir d'autres matériels. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 ans, quand on a démarré, je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir avec les matériels qui existent aujourd'hui. En 5 ans, ça évolue d'une manière énorme. Donc, quitte à racheter du matériel, eh bien, trouver l'argent qu'il faut pour racheter le nouveau, parce que de toute manière, l'ancien ne se fait plus. Et donc, avoir des performances, enfin des matériels plus performants. Et je me dis, on peut franchir un cap. Et c'est ça le nouveau pari. C'est arriver dans les prochaines, il ne faut pas que je dise semaines, mais dans les prochains mois, j'espère prochaines semaines, d'être, et là, on a réussi presque tous nos paris, d'être la première télévision d'outre-mer qui va émettre en HD. Et on l'espère. Et normalement, on doit être en mesure là aussi de pouvoir atteindre ce pari. Pour l'instant, je ne fixe pas de date, sinon je vais m'emballer et je vais encore passer des nuits blanches. Merci beaucoup Patrick et on continue. Voilà un décret qui va en réjouir plus d'un, c'est le décret numéro 2016-385 du 29 mars 2016, publié au journal officiel. Celui-ci prévoit une autonomie financière pour la direction des affaires culturelles à Mayotte. Une très bonne nouvelle donc qui donne un peu plus de liberté aux membres de la DAC locale, jusqu'alors pilotée par le préfet. Nous avons pu rencontrer la nouvelle directrice afin d'en savoir plus sur les changements qui s'amorcent. Reportage Akila Issouf et Leslie Limné. La direction des affaires culturelles de Mayotte vient officiellement d'intégrer le droit commun pour la nouvelle directrice de la DAC Mayotte, arrivée il y a à peine 2 mois sur le territoire. Cela ne devrait pas changer la gestion des services culturels du 101e département. Ce que ça ouvre comme perspective, c'est la possibilité pour la DAC évidemment de se développer dans les années à venir, autant en termes de personnel que, on l'espère, de budget. Le budget se développera en fonction des projets et déjà au bout de 2 mois, je vois qu'il y a un grand dynamisme sur le territoire et qu'on a beaucoup de choses à faire. Ce que ça ne changera pas vis-à-vis par exemple de la DAC Réunion, la DAC Mayotte n'était pas ni sous tutelle, ni sous la gouvernance de la DAC Réunion. Simplement, quand 2 DAC sont proches et qu'elles ont besoin d'un appui technique, elles peuvent s'apporter des compétences. C'est valable en métropole, c'est valable dans les autres territoires d'outre-mer. Mayotte devrait moins dépendre de la Réunion, même s'il peut encore y avoir des appels de personnel sur certains champs de compétences qui manquent localement. La DAC locale devrait ainsi pouvoir aller encore plus loin dans ses missions comme celle portant sur le soutien à la création et la diffusion artistique, le développement du livre et de la lecture ou encore la promotion de la diversité culturelle. Par exemple, l'année dernière sur les Journées européennes du patrimoine, la DAC a été très présente dans l'organisation de la boîte à débat
qui était présente à côté de la barge sur la place de la République. Ce que l'on espère et ce pourquoi on travaille, c'est que des acteurs culturels du territoire se saisissent de ces possibilités, se professionnalisent, acquièrent les moyens de mener leurs projets et que ce soit eux qui les mènent de A à Z. Le département franchit donc un pas de plus vers le droit commun, une nouvelle qui prouve que le 101e département français et 5e département d'outre-mer avance progressivement, même si le chemin à parcourir reste considérable. Modification du Code général des collectivités territoriales ou encore le député Boinali Saïd qui interpelle Bernard Cazeneuve. C'est également dans l'actualité de ce vendredi 1er avril. Les précisions dans l'actualité en bref. Votée par l'Assemblée nationale, la proposition de loi socialiste relative à l'économie bleue vient d'être modifiée par le Sénat. En effet, le 24 mars dernier, les sénateurs ont adopté plusieurs articles intéressant directement les élus de Mayotte. Ainsi, l'article 18 modifie le Code général des collectivités territoriales dans le domaine de la formation au métier de la pêche. Si la disposition venait à être adoptée, la marge de manœuvre qui permettrait au département de venir en aide aux pêcheurs menacés par les thoniers sonneurs serait considérablement élargie. Les sénateurs ont également introduit l'interdiction de rejeter des bouts de dragage en mer. Pour ce faire, à compter du 1er janvier 2020, une filière de traitement et de récupération de macrodéchets devra être instaurée. De plus, et concernant la plaisance et la filière responsabilité élargie des producteurs, une contribution de 0,5% du prix de vente des bateaux neufs sera versée pour en financer la déconstruction et le recyclage. Reste maintenant à savoir si les modifications opérées par le Sénat seront validées par l'Assemblée nationale. Hier, au cours de la séance des questions ouvertes au gouvernement, le député Boinali Saïd Toumbou a interpellé Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Son intervention était bien entendu relative aux questions brûlantes de la délinquance, de l'insécurité et de l'immigration à Mayotte. C'est Clotilde Walter, secrétaire d'État auprès du ministre du Travail et de l'Emploi, qui s'est exprimée en lieu et place du ministre absent de l'hémicycle. Les annonces sont fortes puisque les actions consécutives au rapport des missions d'inspection de la police et de la gendarmerie nationale seront mises en œuvre dans quelques mois. Un peloton d'intervention de 30 gendarmes sera créé et déployé sur l'île dès cet été, et ce afin de renforcer la lutte contre la délinquance et surtout protéger plus efficacement l'ensemble de la population. L'information s'est confirmée il y a quelques jours par une recherche émanant de la préfecture de logements destinés à loger des militaires du GEPIOM. L'urgence de la situation semble enfin avoir été quelque peu saisie au plus haut niveau de l'État. Le préfet vient de signer l'arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er avril 2016 à minuit. Les nouvelles auraient dû être bonnes, mais elles ne le sont pas, car si les cours mondiaux du pétrole demeurent au plus bas, des hausses à la pompe sont néanmoins enregistrées. Ainsi, le prix du litre de supercarburant sans plomb qui était à 1,33 € prend 3 centimes. Le gasoil pour sa part prend 4 centimes et passe à 1,06 € par litre. Il en va de même pour le pétrole lampant qui s'alourdit de 3 centimes et monte à 70 centimes par litre. Le mélange détaxé, quant à lui, flambe littéralement avec une hausse de 6 centimes à 87 centimes le litre. Enfin, le Gomarine affiche plus 4 centimes et passe à 71 centimes d'euros par litre en station. La bonne nouvelle relative du jour et de ce mois d'avril revient finalement à la bouteille de gaz, qui reste plantée à 23,50 €. Et focus maintenant sur une association très active sur le territoire, l'association des déficients sensoriels de Mayotte. Créée en 1999 à l'initiative de parents d'enfants déficients, de sourds et de religieuses de la Réunion, la structure permet aux déficients sensoriels d'acquérir une plus grande autonomie dans leur quotidien. Reportage Adèle Laurent. Cette loi du 11 février 2005 stipule notamment que le ministère chargé de l'Éducation nationale doit faire des efforts pour améliorer la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap. À Mayotte, 11 ans après la mise en place de cette loi, de nombreux efforts restent à accomplir. Il y a des jeunes qui ont des capacités, d'énormes capacités malgré les difficultés et on a des établissements qui vont les refuser. Qui vont dire que leur place, moi je l'ai entendu par moment, des enseignants qui vont dire non mais ce jeune-là, sa place n'est pas ici. Le travail de l'ADSM, c'est d'accompagner ces jeunes-là vers l'autonomie et pour qu'ils puissent avoir des armes pour s'en sortir, mais c'est aussi d'expliquer aux gens qu'ils ont des capacités qui peuvent être
dans des filières professionnelles, générales, et aussi commencer à travailler. Pour les personnes en situation de handicap, la route vers l'emploi est semée d'embûches. Et arrivé dans le monde du travail, il n'est pas toujours évident de trouver un emploi, même si la loi handicap réaffirme l'obligation d'emploi d'au moins 6% de travailleurs handicapés pour les entreprises de plus de 20 salariés. Dans notre société, aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire pour l'intégration des usagers en situation de handicap. C'est une personne comme tout le monde, oui. Elle a des droits, elle a des devoirs et la société doit lui donner l'occasion et la possibilité d'exercer ses droits et d'avoir ses droits comme tout individu. La DSM mène donc un travail d'intégration professionnelle et d'accompagnement dans la vie sociale avec ces personnes déficientes sensorielles. Un accompagnement vers l'autonomie qui est parfois difficile à mettre en place, notamment à cause du manque d'accessibilité des bâtiments et transports, pourtant obligatoire d'après la loi de 2005. En effet, à l'extérieur, il est bien souvent difficile pour ces personnes de se déplacer facilement, mais aussi d'interagir avec le monde qui les entoure. Rien que l'information sur ce qui se passe actuellement à Mayotte, les sourds n'ont pas accès. En France, on a la loi de 2005 qui parle de l'accessibilité pour tous, de l'égalité des chances pour tous. Donc aujourd'hui, c'est au service public, c'est au service privé de s'adapter au handicap et non au handicap de s'adapter à nos services. Certains services publics ont tout de même entendu cet appel et ont mis en place des formations à la langue des signes pour des agents de la fonction publique. Une prise de conscience qui peut paraître bien lente, surtout pour les principaux intéressés qui rencontrent au quotidien des difficultés. Par exemple, fermer les caniveaux, avoir plus de trottoirs et puis avoir l'accès aux taxis. C'est-à-dire que certains taxis ne veulent pas nous prendre parce qu'on ne voit pas. Du coup, ils pensent qu'on va leur déranger. Le deuxième problème, lorsqu'on te voit sur la route seul pour aller faire des démarches, on te demande « mais pourquoi tu n'es pas avec quelqu'un ?» Il faut déjà qu'on essaie d'en parler à tout le monde, aux élus déjà en premier. Et parce que même les élus ne comprennent pas ce qu'est l'handicap, quels sont les besoins de l'handicap. Ça, je ne pense pas qu'ils connaissent. Ce jeune homme mène à l'heure actuelle un rôle de conseiller auprès des jeunes déficients visuels de Mayotte. Il se bat dans le même temps pour entamer des études dans le secteur du social, afin d'aider à son tour ceux qui en ont besoin. La DSM mène donc un travail quotidien d'accompagnement de ces personnes déficientes sensorielles, mais également de sensibilisation du grand public à leurs besoins et à leurs droits, encore bafoués à l'heure actuelle. Alors c'est la fin de cette édition. Merci Patrick d'avoir participé à ce JTM, nouvelle version on va dire. Oui, c'est le dernier. C'est le dernier. Merci beaucoup Pierre. Tout à l'heure on nous avait parlé d'intercommunalité. Merci beaucoup Amina et puis on est vraiment content d'être venu. Alors merci, c'est la fin de cette édition, on l'a dit tout à l'heure. Merci pour votre fidélité et sachez que ce fut un immense plaisir de vous retrouver ce soir. La chaîne n'étant toujours pas en mesure de diffuser sa programmation dans sa totalité. Ce soir, pas de météo ni de temps de parole. La suite des programmes ce soir, ce sera avec Patrick Millan dans 100% Mayotte. À retrouver donc dans quelques instants. Excellente fin de semaine à vous sur KTV. Je le savais, je le sentais arriver. Bonne soirée et à lundi.